L'invité du jour sur C'est la première. Et on en parle avec Gilles Vernier, président du FC Que Choisir Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les droits fondamentaux des consommateurs ? C'est vaste. Ils ont beaucoup de droits, ils ont des devoirs, mais aussi ils ont beaucoup de droits. Il faut rappeler quand même qu'un échange commercial, en principe, c'est un contrat entre un acheteur et un vendeur. Donc ça a des obligations des deux côtés. Le vendeur a des obligations, c'est-à-dire qu'il doit, la première chose, c'est informer sur la qualité du produit, donner des bonnes explications, ce qui est souvent pas le cas. Pourquoi ? Nous le voyons en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a beaucoup de produits qui arrivent de l'étranger. Quand c'est des produits européens, ça va, mais quand c'est des produits qui viennent d'autres pays, l'importateur ou le distributeur est obligé de traduire les données de son produit en français, et souvent c'est assez incomplet. Donc on peut dire qu'il y a un manque, il y a une non-visibilité de la qualité des produits. Donc c'est au vendeur, qui souvent ne le fait pas d'ailleurs, à expliquer à son client ou à son acheteur quels sont les ingrédients dans le produit, quand c'est du produit alimentaire ou autre, et surtout comment ça fonctionne. Parce qu'on sait très bien que la notice d'entretien ou l'explication, les gens, une fois qu'ils ont ouvert le paquet, c'est écrit en tout petit, en 25 langues, ils ne prennent pas le temps d'aller voir où est le français. Donc, automatiquement, ils utilisent le produit ou l'objet, et souvent à tort, en faisant des mauvaises manipulations. Et après, on rentre dans un système de garantie, de pas garantie. C'est assez compliqué. Il ne faut pas oublier aussi que dans le droit, il y a le droit de rétractation. Suivant comment vous achetez, soit à la foire, soit sur Internet, soit dans un magasin, vous avez un droit de rétractation. Et puis vous avez toute une série de garanties. Les garanties de conformité, les vices cachés, ce qui est souvent ce qui peut arriver. Et puis quand tout ça ne marche pas, vous avez un recours soit auprès du commerçant en lui signifiant que son produit n'est pas bon, et ce sera une démarche commerciale. Mais si c'est reconnu, par exemple, si c'est un vice caché, il faudra soit qu'il change le produit, soit qu'il rembourse, ou qu'il trouve un produit équivalent, si le client veut bien, pour remplacer. Vous parliez d'un droit de rétractation. C'est aussi valable quand on achète en ligne ? C'est aussi valable quand on achète en ligne. C'est 15 jours. Peu importe le pays, ou c'est que dans l'Union européenne ? C'est la plupart du temps dans l'Union européenne. C'est vrai que si vous achetez en Chine... Alors, il faut savoir aussi, si vous passez par des plateformes de vente par correspondance, les plateformes, la plus grande, on peut citer, c'est Amazon, eux vont prendre en charge le retour d'un produit. Après, ils se débrouillent avec leur fournisseur. Si, par exemple, il y a vraiment un défaut du produit, ils vont même jusqu'à reprendre le produit si vous êtes trompé dans le bon de commande. Enfin, c'est assez large. Mais tous le font pas. La première chose. Et puis, le droit de rétractation, en France, c'est la loi Scrivener, c'est 14 jours, c'est 15 jours ici. Alors, c'est toujours très difficile parce qu'il y a des fois, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que c'est des produits qui, soit sont périssables, et on peut pas les retourner, ce qui est normal, et puis on est loin. Donc, c'est au commerçant, souvent, à assumer avec son client, de pouvoir soit négocier commercialement, échanger, remplacer, à la rigueur rembourser, parce que la distance fait renvoyer un produit, ça coûte très cher, et c'est plutôt souvent le commerçant qui assume, je dirais, la garantie. On parlait des devoirs, on parlait des droits d'un consommateur, on va poursuivre sur ça, mais vous avez aussi mentionné que le consommateur a des devoirs. C'est quoi ces devoirs ? La première chose, c'est de savoir ce qu'il veut acheter. Parce que il arrive souvent des gens qui vont acheter quelque chose et puis qui s'aperçoivent qu'en réalité ça leur plaît pas, la couleur leur plaît pas, ça nuit, je dirais, à la bonne marche du commerce. Ça vient souvent des marchés en ligne, parce que c'est tellement facile maintenant de se faire rembourser, de renvoyer le produit, que les gens n'ont peut-être plus le sérieux d'avant. Si ça va pas, on renvoie. Donc c'est un peu facile, et souvent ça crée des problèmes, et on le voit dans les magasins ici où il y a des gens de bonne foi, ils ont acheté, c'est pas la bonne taille, mais on sent qu'il y a un certain laisser-aller dans les échanges commerciaux entre le client et puis par exemple les commerçants. Est-ce qu'un prix affiché engage le commerçant ? Oui.
le prix affiché sur l'étiquette. Alors, il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, on sait qu'il y a des problèmes avec les grandes surfaces entre le prix affiché en rayon et le prix constaté à la caisse, parce qu'il y a un code barre entre-temps, ou entre-temps ça a été changé. C'est le prix qui est affiché qui compte. Quoi que le magasin dise, c'est le prix affiché qui compte. Et si le produit a été rangé sur la mauvaise étagère, où ils disent que c'était pas la bonne étiquette, c'est leur problème. D'accord. Non, mais je veux dire, un magasin, il emploie du monde pour ranger dans les rayons. C'est vrai qu'il y a ça, beaucoup de consommateurs, ils prennent un produit, ils vont dans l'allée suivante, ça leur plaît pas, ils le mettent n'importe où. Bon, ok, mais c'est quand même au magasin à faire en sorte que les produits soient dans les bons endroits. N'hésitez pas, chers auditeurs, à poser vos questions. 258 258. Est-ce que j'ai le droit à un remboursement si je change d'avis? Si oui, est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que c'est variable selon les enseignes? Ben après, c'est une politique commerciale. Hein, vous avez beaucoup d'échanges commerciaux. On vous dit c'est garanti 3 mois, c'est garanti 6 mois, c'est garanti... Il y a une loi. La loi, c'est les vis cachés. Ça, c'est établi. Et puis, la garantie de conformité. La garantie de conformité, elle est de 2 ans. Il faut savoir que la garantie de conformité, elle s'applique sur les produits neufs, mais sur les produits d'occasion vendus par des professionnels. Elle s'applique pour une voiture d'occasion, parce que beaucoup de gens pensent que non. Donc, qu'est-ce que c'est que la garantie de conformité? C'est pendant les 6 premiers mois où l'objet a des problèmes de fonctionnement ou quoi que ce soit, vous pouvez contacter votre vendeur, et si c'est constaté qu'il n'y est strictement pour rien, il doit vous rembourser ou changer le produit équivalent. Les 18 mois suivants, il doit prouver que c'est vous qui avez fait quelque chose de pas normal. Et à ce moment-là, ce sera plutôt une négociation commerciale parce que y en a un qui va dire vous l'avez mal utilisé. Bon, c'est de la négociation. Ça, c'est de la négociation commerciale. Ce que nous souhaitons à UFC, c'est que la loi métropolitaine s'applique. En métropole, c'est 2 ans. C'est 2 ans. La totalité des 2 ans. C'est-à-dire que quand vous achetez une voiture d'occasion, par exemple, elle est garantie 2 ans en conformité. C'est-à-dire, quel que soit le type, le vendeur, à partir du moment où c'est un professionnel, c'est pas 6 mois et 18 mois, c'est 2 ans. On se bat depuis un moment et je pense qu'on va y arriver à faire transférer cette loi sur la Nouvelle-Calédonie, ce qui serait une bonne chose. Parce que vous voyez beaucoup, par exemple, dans les voitures, on vous dit c'est garanti, pont, boîte, 6 mois, 3 mois, c'est un peu n'importe quoi. Certains magasins vous garantissent 3 mois. Ça, c'est des garanties commerciales. C'est le magasin qui engage sa responsabilité sur 3 mois. Mais ça veut rien dire. C'est plutôt un argument commercial qu'autre chose. La loi, c'est 6 mois, point barre. Quelle différence entre un avoir, un échange, un remboursement, et est-ce que c'est le client qui a le choix? Non, ça dépend. C'est pareil. Si c'est un avoir, ça veut dire qu'il y a un remboursement quelque part parce que, par exemple, le commerçant n'a pas pu produire, n'a pas pu avoir le produit. Donc, l'acheteur qui a donné un peu d'argent pour retenir le produit, on va lui rembourser. C'est pas de sa faute. C'est souvent aussi pas de la faute du commerçant, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous m'avez parlé aussi? Un échange, un remboursement. Et est-ce que... Alors, un remboursement, c'est aussi, ça se fait souvent dans les vêtements, par exemple. Hein. C'est pas la bonne taille, mais j'ai plus la taille en magasin, donc je vais vous rembourser ou je vous ferai un avoir sur un prochain achat. Ça, c'est de la négociation toujours entre le client et le vendeur. Ah, donc, il n'y a pas de règles précises, c'est le... Non, les règles précises, c'est surtout sur quand on a passé un acompte. Là, c'est autre chose. Il y a un contrat. Quand on passe un acompte, souvent, il y a un contrat. Il faut savoir que tout acte de commerce, c'est un contrat. C'est régi par la loi, sauf quand c'est du comptant. C'est-à-dire que quand vous allez dans un magasin, vous achetez une boîte de conserve, il n'y a pas de contrat, c'est un échange. Hein. Là, vous ne pouvez pas échanger votre boîte de conserve. Mais chaque fois que quand c'est un produit, par exemple, vous achetez un produit manufacturé, il y a une facture. Là, à partir de là, on est dans le cadre du droit du contrat. On a une question Facebook. C'est quoi la différence entre des arts et un acompte? Est-ce qu'on doit rembourser un acompte si la prestation est annulée par le client? Alors oui, ça dépend encore dans certains domaines. Si vous avez un acompte pour l'achat, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour l'achat d'une cuisine, par exemple, qui n'arrivera jamais, à ce moment-là, on va vous rembourser, ce qui est normal puisqu'on ne peut pas le produire. Si vous versez des arts, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé
de l'avoir tout de suite. Vous savez que vous retenez le produit et qu'il va arriver dans un certain temps, mais qu'il va arriver. C'est aux commerçants à vous dire, ça c'est sûr, je vais l'avoir, mais il y a des problèmes de transport, un truc comme ça. C'est pas pareil. Quels sont les premiers réflexes à avoir en cas de litige ? C'est d'être courtois. Ça paraît tout bête, mais on voit tout de suite, surtout en Nouvelle-Calédonie, ça part en live tout de suite. Les échanges commerciaux, c'est fait entre des grandes personnes. Et sitôt qu'on commence à s'invectiver, chacun reste dans son coin et la température monte très vite. C'est-à-dire, il faut expliquer au commerçant, et le commerçant peut expliquer à son client que c'est pas de sa faute, que le produit, c'est pas lui qui l'a fabriqué. Le client peut expliquer qu'il était tout à fait de bonne foi. Comment on fait pour s'arranger? Ça sert à rien d'envoyer des mails incendiaires, de dire c'est un voleur. La première chose à faire, c'est d'aller voir le commerçant et dire voilà, j'ai un problème, et d'expliquer sa situation. Alors tout ne se passe pas toujours très bien, faut être clair. Donc c'est pour ça qu'il y a on est là, d'ailleurs, c'est pour ça que l'UFC est là. Et puis il y a des règles, il y a des lois, le code de la consommation, qui d'ailleurs est en train d'être revu et corrigé pour avoir un droit de la consommation calédonien, parce qu'on est encore sur un droit métropolitain. Mais la première chose, c'est la courtoisie. Ça sert à rien. Et 80% des problèmes qu'il y a entre un commerçant et son acheteur, c'est des problèmes de courtoisie, où tout de suite, ça monte dans les tours et chacun reste sur sa position. Donc il faut une intervention extérieure pour leur dire, écoutez, vous êtes gentils, on va essayer de poser le problème et d'essayer de le résoudre ensemble. Ça peut marcher. Souvent, ça marche d'ailleurs. Il faut savoir que les échanges commerciaux sont encadrés par des réglementations. Nul n'est censé ignorer la loi, il faut quand même être logique. Le commerçant ne connaît pas toutes les lois et l'acheteur non plus. Et le gros problème à l'heure actuelle, c'est que l'acheteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur Internet, il va poser la question, il va trouver une réponse, ou 2, ou 3, ou 10 réponses. La plupart du temps, ces réponses ne vont pas correspondre à son cas. Pourquoi? Parce qu'on a des lois de pays ici qui ne sont pas sur Internet la plupart du temps. Donc, il va faire une démarche auprès du commerçant ou de sa banque ou n'importe où en disant, voilà, j'ai vu sur Internet, c'est comme ça, vous devez faire comme ça. Et souvent, ça marche pas parce qu'on lui répond, ici, on est en Calédonie, il y a une loi de pays, le texte n'est pas le même et tout. Donc, nous, on se bat là-dessus parce que c'est tellement facile d'aller sur Internet et de trouver des milliers de réponses qui souvent correspondent pas à la situation. Donc on intervient. C'est grâce, petite parenthèse, au fait que le code de la consommation calédonienne soit en train d'être fait localement, que vous allez pouvoir avoir gain de cause sur cette garantie de conformité de 2 ans? Non, ça fait longtemps qu'on la demande. Ah oui, d'accord. Ça fait très très longtemps qu'on la demande. On s'épanche vers la DAE depuis très longtemps. Enfin, c'est des décisions du gouvernement. Si ça marche, si cette réglementation est adoptée, ça changera beaucoup de choses dans les relations entre clients et vendeurs, surtout dans les produits importants, l'automobile par exemple. Parce qu'on voit un marché de l'automobile où, on va dire, on employer un mot, c'est les margoulins. Il y en a quand même beaucoup sur le marché et ça va apurer beaucoup même le marché. Les gens sont un peu plus sérieux. Alors, il faut savoir que tout ce qui est garantie, réglementation ne marche pas entre particuliers. Particuliers, chacun, ma foi, assume sa responsabilité. Ça arrive aussi qu'il y ait beaucoup de ventes entre particuliers et que les particuliers qui achètent par exemple un véhicule trouvent que le vendeur l'a escroqué. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ça va être de la négociation entre le vendeur et l'acheteur. Et si ça ne marche pas, c'est les tribunaux. C'est une expertise, par exemple, de l'état du véhicule pour prouver que quand il l'a acheté, il n'était pas conforme. Voilà. Il y a eu beaucoup de réactions sur ces fameux 123 produits alimentaires et non alimentaires, et cette réduction de moins de 10%. Est-ce que c'était une question, est-ce que des auditeurs, est-ce que c'est une vraie baisse ou vu qu'il y a une histoire de marge, enfin, comment expliquer cette réduction? Alors, il y a 2 choses. Il y a des prix bloqués et il y a un problème de marge. Alors, suivant, théoriquement, j'ai dit bien théoriquement parce que ça s'applique aussi sur certaines grandes surfaces, théoriquement, les prix moyens bloqués pour un certain nombre de produits s'appliquent dans les magasins jusqu'à 2000 et quelques mètres carrés. En dessous de 500 mètres carrés, c'est plutôt la marge qui est parce que c'est vrai qu'un magasin qui fait moins de 500 mètres carrés n'achète pas au même prix qu'une grande surface, ce qui est normal. Oui, c'est vrai, si on fait les chiffres, c'est une baisse de 10%.
Sauf qu'il y a beaucoup de remontées en ce moment en disant « j'ai fait des calculs, c'est pas 10%, c'est 4%, c'est 5%. » Il va falloir 1 mois à 2 mois pour que ça se mette en place. Pourquoi ? Parce que les commerçants, ils ont des stocks. Ces stocks, ils les ont achetés à un certain prix. Et donc, les prix de vente ont été calculés en fonction des frais fixes et tout. Donc, même s'ils font un effort tout de suite, il va falloir qu'ils rentabilisent quand même leur achat. Donc, on va surtout voir cette baisse de prix quand ils vont acheter le renouvellement des stocks. Après, il y a aussi un manque de produits. On nous remonte aussi en disant « oui, mais j'ai été, mais il n'y a pas le produit ». Alors, il faut savoir que s'il n'y a pas le produit, le commerçant est tenu dans la démarche à lui fournir un produit équivalent. Ce qui n'est pas toujours évident, ce qui est peut-être plus facile pour une grande surface, mais beaucoup moins pour un petit commerce. Mais normalement, oui, la marche, les prix devraient baisser de 10%. Une question Facebook, comment faire respecter cette obligation et qui contacter au cas échéant ? La DAE. UFC, parce qu'on va nous se retourner vers la DAE, ou appeler directement la DAE. Alors, nous, on a des bonnes relations avec la DAE quand on les appelle. Alors, il faut être très précis aussi. Hein. Quand le consommateur il voit quelque chose, déjà, on reste dans la courtoisie, c'est pas la peine d'hurler, mais il faut être très, très précis. Tel produit à tel endroit qui coûte tant, et tel jour à telle heure. Parce que s'il y a un contrôle, il faut que ce soit vraiment précis. Il n'y a pas 50 000 contrôleurs à la DAE. Donc, la plupart du temps, ça se passe par téléphone d'ailleurs. Mais quand il y a un coup de téléphone et que la DAE avertit le commerçant, il faut qu'il soit très précis pour dire voilà, on nous a signalé qu'à tel endroit, voilà. Et ça arrive très, très, très souvent. Donc, c'est ou nous, ou le UFC que choisir, mais surtout, c'est la DAE qui est, on va dire, le gendarme des prix. Alors justement, à partir de quand peut-on saisir UFC Que Choisir ? Tous les jours, sauf la nuit. Et le week-end ? Non, le week-end, non, on a un répondeur, qui souvent d'ailleurs est saturé, mais le mardi après-midi, le mardi, le jeudi après-midi et le vendredi matin. Donc là, il y a une permanence qui débute. Voilà, il y a une permanence qui va débuter ce matin. Et dans quel cas, alors, on peut vous saisir ? Pour tous les cas. On saisit parce que soit on a un problème d'achat, soit avant, et c'est ce que moi je conseille aux gens, souvent les gens ils viennent nous voir, ils adhèrent en disant voilà j'ai un problème. Et puis une fois que le problème est résolu, on les revoit plus. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, il faudrait que ça marche différemment. C'est que les gens adhèrent et on est à leur service pendant 1 an. L'adhésion dure 1 an, c'est-à-dire chaque fois qu'ils ont un problème, un doute, qu'ils ont un achat à faire et qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs, ils peuvent nous appeler. Ils peuvent nous appeler pour simplement avoir un bon renseignement, la réglementation en vigueur, avant de faire un achat important, de s'engager, que ce soit des problèmes d'assurance, de banque, de consommation courante. Et à ce moment-là, ils peuvent nous appeler. Et on va essayer de leur donner le bon conseil ou la bonne marche à suivre. C'est surtout ça, la bonne marche à suivre. Et comment se passe l'accompagnement ? Est-ce que vous faites intermédiaire, par exemple, avec les commerçants ? Est-ce que vous faites médiateur ? Alors, c'est soit on reçoit à peu près en tout à peu près 1000 personnes sur 1 an, ce qui est beaucoup, entre les coups de téléphone, les gens qui viennent nous voir. Enfin, ça a baissé depuis les événements, mais il y a quand même beaucoup de monde. Alors, soit la personne qui vient expose son problème et on lui donne une marche à suivre tout de suite, on va dire qu'on a la réponse, elle est très contente. Soit le dossier est un peu plus important. À ce moment-là, la personne qui l'a reçu, c'est-à-dire l'accueillant, va entendre, comme on dit, en tant qu'un son, en tant qu'une cloche. Donc, va demander par lettre, ce qu'on appelle une lettre de signalement. Voilà, j'ai reçu Monsieur Martin qui m'explique telle chose. De votre côté, qu'est-ce que vous avez à me dire ? Donc, ça s'appelle une lettre de signalement. Le commerçant, le commerçant ou la banque ou qui que ce soit nous renvoie un courrier, soit nous appelle et dit « mais non, moi je suis pas d'accord, voilà comment ça s'est passé ». À ce moment-là, on va essayer de juger qui a raison, qui a tort en fonction de la réglementation. Ou alors, on va conseiller soit au commerçant, soit à l'acheteur de dire « écoutez, il y a peut-être eu un problème, vous êtes mal compris ». Enfin, on va essayer de jouer le médiateur. Le troisième cas, c'est que c'est un dossier qui est beaucoup plus important. À ce moment-là, on va demander à la personne qui est venue nous voir de prendre rendez-vous avec un juriste chez nous et on va, je dirais, détailler le dossier pour essayer de voir quelles sont les procédures qu'on va conseiller au client, enfin à l'adhérent, pour avoir gain de cause. Si il y a gain de cause, faut pas en oublier aussi, c'est tout le monde. C'est pas toujours le client qui a raison, c'est pas toujours l'acheteur qui a raison. Des fois, il essaie de tricher un peu.
il y a une tension. Quand quelqu'un vient nous voir et qu'il a un problème, on voit bien par le débit de parole. Les gens, ils ont quelque chose dans la tête, ils veulent nous le dire parce qu'ils pensent qu'ils ont été roulés, floués, et ils nous débitent ça. Voilà. Et à nous de trier, de ranger, de mettre en phase et trier tout ce que la personne nous dit pour essayer de comprendre. La première chose, c'est comprendre ce que notre adhérent va dire, parce que c'est pas toujours évident. Il a une vision des choses qui est peut-être erronée, c'est de bonne foi aussi, hein, c'est pas toujours... Et donc il faut prendre son temps, on prend notre temps, ça peut durer des fois 1 heure l'entretien, et puis on va essayer de décortiquer la démarche. Moi, ce que je rappelle aux Calédoniens, souvent les crises dans le droit de la consommation, c'est le manque de courtoisie. Je vous dis, ça monte tout de suite. Ou alors les gens attendent le dernier moment. Ils reçoivent une lettre commandée parce qu'ils n'ont pas payé, parce que ci, parce que ça, et ils ne sont pas allés la chercher. Alors que lorsqu'on reçoit une lettre commandée, il y a toujours derrière une procédure qui suit avec un délai. Et souvent, en Calédonie, la lettre commandée, on ne va pas la chercher. Et à ce moment-là, seulement, ils viennent nous voir. Mais ils sont mis totalement en tort. Donc c'est toujours très difficile à dire après ah mais non, je ne suis pas allé la chercher parce que en face, il y a quelqu'un qui vous dit, moi je vous avertis, vous êtes en tort, voilà la procédure. Si vous n'êtes pas allé la chercher, maintenant c'est fini. Il n'y a plus de négociation possible. Donc une lettre commandée, il faut aller la chercher. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'on aime bien envoyer des mails. On peut s'invectiver par mail, on se dit des choses des fois pas très catholiques. C'est bien, mais un mail, ça arrive ou ça arrive pas. Si je suis de mauvaise foi, moi, je l'ai pas vu arriver. Je l'ai oublié, il est dans les spams, je suis désolé. Et tout. Donc, moi, je dis, on revient à la bonne vieille méthode, on écrit. Parce que les écrits restent. Quand on n'est pas content, on peut être très courtois, envoyer un petit mot, dire voilà, je suis venu ce jour, j'ai acheté ça, voilà ce qui se passe et tout, merci de me donner rendez-vous, je vais passer à telle heure, à tel jour. Là, il y a un écrit, il y a une procédure, je dirais, logique qui est mise en place, alors que les mails, mais c'est tellement facile. On s'excuse si vous entendez le bruit, il y a des travaux dans la station aujourd'hui. Les courriers, oui, les mails. Bon, comment éviter les arnaques ? Non, voilà ce que je voulais dire. Et selon le sujet, comme récemment sur la taxe des panneaux solaires, vous pouvez intervenir plus largement. Alors ça, c'est un deuxième volet de l'association. Quand on parle de défense du consommateur, c'est très large. Et là, on a vu pour les panneaux solaires que c'est quelque chose qui nous a interpellés tout de suite, parce qu'on a considéré que d'un côté, vous avez la transition énergétique, on favorise les gens à mettre des panneaux solaires, et lorsqu'ils ont des panneaux solaires, on les taxe. Donc c'était complètement stupide. Je vais employer le mot peut-être un peu fort, mais c'était stupide. Et de deux, la méthode qui a été employée n'était pas légale. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui ont fait exactement comme nous, des particuliers aussi, qui sont allés au tribunal administratif, sauf que le tribunal n'a retenu que les arguments du UFC. D'ailleurs, dans le jugement, on ne parle que du UFC, parce que l'argument du UFC est parti sur une question de légalité, de la possibilité. Ce qu'a fait le Congrès, il n'avait pas le droit de le faire. Après, on peut dire que les 5000 francs, la taxe, les kilowatts, on pouvait toujours... C'est ce que beaucoup de gens ont dit, c'est trop cher, enfin, vous n'avez pas le droit. Il y a une question de légalité, de droit, et là, le Congrès n'avait pas le droit de le faire. Donc, le tribunal de commerce a jugé que l'argument du UFC était valable, et le jugement a été de débouter le gouvernement, donc le Congrès, sur cette taxe qui sera d'ailleurs remboursée, puisqu'on a confirmation de EC et d'Enercal des mois où elle a été prélevée. Donc, et puis elle est supprimée, on n'en parlera plus. Alors, si. Il faut être très clair, c'est une recette. Enfin, il y a deux choses, c'est que le Congrès peut faire appel, c'est un jugement. Et puis la deuxième chose, ils peuvent aussi nous sortir quelque chose de différent pour essayer de récupérer les 300 millions de manque à gagner. Comment éviter les arnaques les plus courantes ? Ah, ça c'est toujours très... Alors déjà, c'est pas évident à déceler une arnaque. C'est pour ça que l'information du consommateur, elle est importante. Regardez comment le produit est fait. Vous avez des possibilités maintenant, et on parlait de la liste des produits tout à l'heure. Il y a une réforme sur le classement, la qualité des produits, le Nutri-Score, qui vient d'être réformé et qui est beaucoup plus complet qu'avant. C'est la première chose à faire. Un produit qui n'a pas le Nutri-Score, vous avez des grands groupes qui sont contre. Pour un tas de raisons. Vous avez des pays qui sont contre, c'est l'Italie, mais pourquoi ils sont contre ?
c'est du lobbying qui s'est passé à Bruxelles. Il y a énormément de lobbying là-dessus parce que ça les dérange, parce qu'il y a un certain nombre d'ingrédients dans ces produits qui pourraient être sujets à caution. Donc, ils sont contre. Donc, déjà, favoriser les produits qui ont des Nutri-Score, qui ont un Nutri-Score A, B, C. La deuxième chose, sur les produits en question, nous avons remarqué plus on va élargir la gamme, plus on aura des produits transformés. Il peut y avoir que des produits classiques que les Calédoniens utilisent tous les jours, la maillot, Kraft, tout ça. Mais maintenant, et c'est une bonne chose, il y a des produits d'hygiène pour les femmes et des produits pour les bébés. Donc ça, c'est une bonne chose, ce qu'il n'y avait pas avant. Mais aussi, il y a des produits transformés. Donc dans les produits transformés, il y a des bons produits, si tenter de dire que c'est tous des bons produits, puis il y a des produits beaucoup plus mauvais. Donc là, il faut regarder le Nutri-Score. Il y a des produits transformés qui sont B, C, puis il y a des produits transformés qui sont E, qui sont pas bons du tout. Donc ça, c'est au consommateur à faire le choix, parce que c'est une question de santé publique aussi. C'est pas le tout. Le prix est une chose. On a tendance, et ça se voit beaucoup en Europe en ce moment, c'est d'acheter le plus bas possible. Et il y a une gérante de métropole, il y a une guerre des prix absolument folle sur des grands distributeurs où on achète vraiment le plus bas possible. Et vous avez des chaînes de magasins qui sont spécialisées là-dedans. Mais quand vous regardez la qualité, vous prenez peur. Donc c'est un choix du consommateur, se dire soit j'achète pas cher et je risque pas la mort, mais je veux dire je risque de ne pas être satisfait de mon produit, et j'en ai fait l'expérience pendant que j'étais en métropole pour un test, et sur un produit IFI, un produit à la mode on va dire, ou alors j'achète moins, mais j'essaie d'acheter de la qualité. Pour terminer, des conseils pour les achats en ligne depuis la Nouvelle-Calédonie, justement, aussi pour éviter les arnaques. Alors le problème des achats en ligne en Nouvelle-Calédonie, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de plateformes qui ne veulent plus livrer la Calédonie. Ça va dépendre un peu du fournisseur. Vous avez, je parlais tout à l'heure d'Amazon. Amazon vend des produits, mais souvent, ils passent des contrats de fabrication avec certains fabricants. Donc c'est vendu en direct par le fabricant, sous l'étiquette Amazon. Et vous avez Amazon qui vous dit « Non, on ne livre pas la Calédonie ». Donc ça, c'est un énorme problème. Ça existait avant. Depuis quelques années, ça s'amplifie. Il y a de moins en moins de gens qui veulent livrer en Calédonie. Donc c'est pas toujours évident. Et puis, il y a des plateformes de vente où on sait très bien c'est pas cher, mais ça peut rapporter gros pour la plateforme, mais peut-être pas pour le consommateur. Vous avez des plateformes comme Temu, comme Wish, comme toutes ces plateformes-là, qui vendent certes des produits pas chers, mais qui sont pas d'une qualité extraordinaire. Donc c'est toujours pareil, suivant ce que l'utilité qu'on va en faire. Vous avez par exemple des perceuses ou des tondeuses à gazon, on sait qu'elles ont une durée de vie relativement courte parce qu'elles sont pas chères, mais si vous utilisez votre perceuse une fois par an, vous allez la garder 10 ans. Si vous l'utilisez régulièrement, il vaut mieux acheter une marque. Donc, c'est au consommateur à savoir le produit qu'il va acheter, qu'est-ce qu'il va en faire, quelle utilisation. Donc, en fonction de ça, c'est sûr que c'est attirant des prix pas chers. Tout le monde n'est pas ennemi de son porte-monnaie, mais ça va dépendre. Bon, quand c'est de l'alimentaire, c'est autre chose, mais quand c'est des produits manufacturés, ça va dépendre de ce qu'on veut en faire, de la destination qu'on va en faire et combien de fois on va l'utiliser. Et je vais vous prendre un exemple. Par exemple, il y a quelques années, les tondeuses à gazon moteur d'une certaine marque avaient une durée de vie. La durée de vie, c'était 600 ou 700 heures. Donc, c'est pas énorme, 600, 700 heures. Après, on fait la moyenne des jardins en métropole qui font tant de mètres carrés et on fait le calcul. On dit, s'il tond tous les 15 jours, il en a pour 10 ans. Ah oui. Voilà. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Donc, la tondeuse n'est pas chère, mais si vous tondez tous les 3 jours, elle ne va pas faire longtemps. Si vous tondez une fois par mois, elle fera très longtemps. Donc, ça va dépendre de l'utilisation qu'on va en faire. Et surtout, on ne peut pas acheter sur n'importe quel site Internet. Il vaut mieux faire attention aussi. En règle générale, maintenant, par exemple, les plateformes que je vous parlais, elles sont obligées, la Commission européenne les a obligées à avoir une réglementation, de se mettre à jour pour la réglementation européenne. Je vous rappelle qu'une certaine a été interdite sur le territoire français pendant 1 ou 2 ans. Ça y est maintenant, parce qu'elle a fait des conditions générales qui sont conformes au droit européen. Il faut aussi faire attention. Les plateformes, maintenant, ont un devoir d'explication. Donc, quand on va sur ce type de plateforme, il y a le produit, mais il y a aussi, dans la barre, il y a des explications en disant, voilà notre réglementation, voilà nos conditions de vente, il faut y aller. Si ça correspond à la réglementation européenne, ils sont obligés d'appliquer la garantie, ils sont obligés d'avoir exactement ce que fait une autre plateforme qui est bien connue. Simplement, le problème, c'est que ça vient de Chine. Et on est à peu près sûr de ne pas pouvoir retourner le produit. Donc, c'est aussi un risque que l'on prend.
La Calédonie, c'est l'éloignement aussi, souvent. On vous fait comprendre que renvoyer le produit, surtout que le coût du transport a énormément augmenté dans le monde à l'heure actuelle, donc c'est un risque que l'on prend. Alors si c'est 1500 francs un petit produit, on se dit voilà, tant pis, il est cassé. Mais si c'est un truc important, il faut vraiment réfléchir. NC la première, les formations. Deuxième partie de questions-réponses consacrée aux formations avec Nicolas Richette et Joy Hérin, conseiller en formation auprès du Greta. Bonjour. Bonjour. Fidji. Alors, c'est quoi le Greta? C'est quoi son rôle? Eh bien, en fait, c'est le centre de formation de l'éducation nationale du vice-rectorat. Voilà, on est un regroupement de plusieurs établissements publics, de collèges et de lycées. Donc, en fait, tous les établissements de la Calédonie, de Poum jusqu'à partout, jusqu'aux îles, travaillent avec nous pour offrir des formations. Donc, on a la chance de pouvoir utiliser tous les enseignants dans ces établissements, mais surtout tous les plateaux techniques de formation pour donner des formations à des personnes issues d'entreprises, des demandeurs d'emploi. Donc, c'est un outil extraordinaire qu'on a en Calédonie pour favoriser la montée en compétences. Ce qui fait qu'on intervient sur l'ensemble du territoire. Et même aux îles Loyauté, alors? Tout à fait. Alors, donc, si je comprends bien, vos formations sont destinées, vous venez de le dire, aux demandeurs d'emploi, aux salariés, c'est pour tous les Calédoniens? Exactement. Toute personne qui souhaite se former. C'est sûr qu'on offre beaucoup en ce moment de formations directement via les entreprises qui nous sollicitent ou via les collectivités. Et pour les particuliers, on a quelques modules qui sont ouverts au fur et à mesure, mais on n'a pas une programmation là spécifique pour les particuliers. Quelle formation proposez-vous? Quelle grande famille peut-être de formation proposez-vous? Bon, alors, on en a plusieurs. Alors actuellement, on en a une grosse sur la gestion associative, qui est notamment financée par le FIAF. Et puis on essaye de développer plein de petits modules de formation, notamment pour les jeunes qui sortent des établissements, des lycées et de l'université. Donc on propose des petites formations modulaires. Actuellement, on a eu... Cette semaine, on a une formation barista. Dans 15 jours, on a une formation pour tout ce qui est les bases du métier de serveur. D'ici un mois, on aura la mixologie, donc quelques connaissances sur le métier de barman également. Voilà. Et puis, on essaye de renouveler assez fréquemment nos formations. C'est des métiers où il y a des besoins, où on peut être employé facilement? Alors... Oui et non, parce qu'en fait, ça reste des bases, donc des connaissances. L'idée, c'est que les jeunes qui sortent de bac puissent avoir un minimum de bagages pour pouvoir proposer leurs services et trouver un petit boulot. Donc là, c'est vraiment des formations, celles-ci, qui sont spécifiques et adaptées aux jeunes. D'ailleurs, la formation serveur, elle peut servir, vous l'avez mis dans votre post Facebook, si on veut faire un working holiday par la suite. Tout à fait. On trouvait qu'il n'y avait pas finalement grand-chose pour les jeunes sortant du bac, notamment. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de proposer ce type de formation. Alors pour celle-ci précisément, c'est quand la date? On peut encore s'inscrire? Combien ça coûte? Alors c'est vraiment des formations qui ne coûtent pas très cher, qui coûtent 6 000 francs. Et alors je n'ai plus la date en tête, mais je crois que c'est dans 15 jours et c'est un mercredi après-midi. Après-midi, oui. C'est sur une après-midi? Oui, alors c'est des formations de 3-4 heures. D'accord. Et là aussi, on est au lycée Escoffier. C'est un enseignant du lycée Escoffier qui met à disposition les plateaux techniques. Donc, on remercie le lycée Escoffier de nous mettre à disposition ça. Et c'est vraiment l'image du Greta, voilà, d'utiliser, de mutualiser pour que ça puisse servir à tout le monde. Donc, si ça vous intéresse, formation serveur, mercredi 23 juillet au lycée Escoffier, ça coûte 6 000 francs et on vous mettra les infos dans le groupe Les Infos Pratiques de NC La Première. Et donc ça, j'imagine, il y a un catalogue sur le site. Comment on fait pour savoir les formations qui sont... Il y a un planning. On attend Facebook peut-être? Ah oui, on a un petit souci actuellement avec le site internet, mais en tout cas, on essaie de tout mettre sur Facebook. Ouais, la page LinkedIn, la page Facebook, et puis de nous écrire sur l'adresse contact@greta.nc. On donnera vos contacts à la fin de l'émission. Et du coup, est-ce qu'on peut se former tout au long de sa vie via le Greta? Alors oui, donc pour les particuliers, on a un dispositif de reconversion. Donc on appelle ça une intégration où, par exemple... tu as un bac ou on a beaucoup ce profil-là, une licence de psychologie et puis finalement, non, j'aime pas ça, je veux faire de la pâtisserie.
ou je veux faire la menuiserie. Et donc, on accompagne ces personnes-là pour qu'elles réintègrent un bac pro en menuiserie. Et comme elles ont déjà validé les enseignements généraux, français, maths, etc., elles n'ont pas besoin de refaire ça. Elles retournent en formation, donc avec les autres élèves, avec la classe, pour faire que l'enseignement professionnel, être dans les ateliers. Donc, en 1 an, tu fais 312 heures de formation, que de la menuiserie, en tout cas que l'enseignement pro. Tu fais les stages, tu es suivi, tu es accompagné. Et à la fin de l'année, tu as un diplôme, tu as une formation concrète et puis tu as un réseau de professionnels parce que tu as pu faire des stages. Donc ça, on les offre sur toute la Calédonie. Et je sais que le lycée de Touhou actuellement est très ouvert pour accueillir des adultes qui cherchent à se reconvertir et à se former. Est-ce que vos formations sont accessibles aux personnes qui n'ont pas de diplôme ? Tout à fait. En fait, on fait des formations pour tout public. On a certaines fois des remises à niveau. On a prochainement des préparations au diplôme d'études universitaires pour la province Nord. On fait des formations également. On accompagne notamment pour les VAE, les diplômes de l'éducation nationale. Voilà. Donc on peut vous contacter même pour construire son projet professionnel de reconversion, voir ce qui est disponible. Alors, on n'offre pas encore de bilan de compétences. On peut référer s'il y a des gens qui cherchent à faire des bilans de compétences. Mais voilà, si on a une personne qui veut faire une VAE, on lui réexplique le parcours, à qui s'adresser. Et après, nous, on s'occupe vraiment de l'accompagnement. Et donc, pour rappeler, la VAE, c'est juste 1 année d'expérience pro qu'on peut, après 1 année d'expérience pro, on peut s'engager dans une VAE. Et on offre aussi, c'est assez récent, des conventions de stage. Donc des personnes qui veulent se former directement sur le terrain. On offre le cadre de la convention de stage. Donc actuellement, on a une personne sur Marais qui intervient en tant que stagiaire de la formation continue dans une structure agricole. Il va aller compléter son année de formation, en fait. Et après ça, il a l'objectif de faire reconnaître un diplôme via la VAE. Donc, je sais qu'on n'est pas nombreux sur le territoire à offrir des conventions de stage. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter. Quels sont les secteurs les plus demandés en ce moment ? Alors, il y a de la restauration, principalement. On a un gros lot sur tout ce qui est gestion associative, où on a pas mal de demandes. Là, on s'est fait solliciter par les collectivités sur les services civiques. On a un programme aussi de jeunes qui vont accompagner d'autres jeunes pour faire un groupe de pères aidants sur la santé mentale. Donc, on accompagne 10 jeunes qui sont aussi des services civiques à repérer des signes du mal-être et puis à référer vers des professionnels au besoin. Donc ça, c'est aussi tout un autre public, toute une autre sphère d'activité. On fait de l'hygiène des locaux également. On fait de l'infographie, des formations sur la gestion de l'intelligence artificielle. Après, pour les crèches et pour toute structure qui travaille avec des enfants, sur comment être en relation avec les parents, comment repérer des violences sur des enfants, etc. Comment développer une activité pédagogique. Donc, on est un peu le couteau suisse de la formation parce que comme on a accès à tous les enseignants du vice-rectorat, plus tout un vivier de formateurs professionnels parce que les enseignants ne sont pas toujours dispo. Donc, on peut vraiment créer sur mesure les formations. Ça peut aller de la soudure à la plomberie en passant par la remise à niveau en anglais. La maintenance industrielle. Et l'intelligence artificielle. C'est ça. Est-ce qu'on peut suivre une formation tout en travaillant ? Oui, justement, l'intégration que j'ai parlé tout à l'heure, la reconversion, l'équivalent, c'est à peu près 12 à 15 heures par semaine de cours. Et donc, la plupart des gens qu'on accompagne là-dessus, ils s'arrangent avec un employeur ou ils trouvent un autre travail pour compléter la semaine. Pour venir se renseigner avec vous, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ? Alors, la difficulté, c'est qu'on est dans un établissement scolaire. Donc, il faut d'abord nous appeler parce qu'on ne rentre pas comme ça. Mais oui, vous pouvez venir nous rencontrer. On se trouve à Jules Garnier parce qu'on était à Pétroati, donc on a dû déménager. La meilleure façon, c'est la boîte mail
pour un premier échange, puis après, nous, on rappelle. Donc, le contact du Greta, 41 50 39. 41 50 39. Le contact mail, donc c'est contact@greta.nc, greta.nc. Vous avez pas de site internet pour l'instant? Non, voilà. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder, donc vous pouvez la garder en tête. Mais il y a une page Facebook sur laquelle vous postez vos infos. D'ailleurs, en parlant de... C'est nouveau, la formation sur l'intelligence artificielle? Ah oui, on s'y est mis parce qu'on avait de la demande. Et puis, c'est vrai que finalement, tout le monde a l'impression de maîtriser ChatGPT notamment. Et finalement, on s'aperçoit qu'on peut automatiser des choses, on peut paramétrer l'intelligence artificielle. En fait, il y a plein de choses finalement... qu'on n'imagine pas. Vous avez le coût de cette formation, par hasard? Et non. En fait, c'est vraiment en fonction des besoins qu'on ouvre éventuellement une formation. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de date encore de sur celle-ci. Ok. Eh bien voilà, pareil, on vous mettra les infos sur le groupe, les infos pratiques d'NC La Première. Pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire à des auditeurs qui écoutent, qui sont en train de se questionner sur une reconversion professionnelle, sur des formations à faire? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors, moi, je peux dire qu'en fait, j'étais pas forcément très bon à l'école et finalement, la pédagogie n'est pas la même chez les adultes. On fait de la formation et on intervient de façon différente. Donc, faut pas hésiter à ouvrir les portes de la formation professionnelle parce même quand on avait des problèmes à l'école, parce que le fonctionnement est vraiment différent. Et ça, c'est pour les particuliers. Pour les entreprises, n'oubliez pas que vous avez tous une enveloppe de 400 000 francs par le FIAF pour vous aider à former vos salariés. Donc, n'hésitez pas à contacter le FIAF pour qu'il puisse être accompagné pour le financement parce que cet argent-là est présent. Et donc, ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Et appelez-nous si vous avez besoin de renseignements sur... des besoins de formation, identifier qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vos salariés. Et donc, on rappelle le numéro 41 50 39. Nicolas Richet, Joy Hérin, merci d'avoir été avec nous. Questions-réponses sur NC La Première avec CG. Rendez-vous au 258 258.